Mesdames et messieurs, chers amis, ça me fait plaisir d'être ici devant vous. En fait, je réponds à mon ami de longue date, Karim, qui m'a sollicité pour donner une conférence, mais je dois vous dire que ça ne sera pas vraiment une conférence en bonne et due forme. Je vais vous livrer certaines de mes réflexions, certaines de mes idées par rapport au thème qui vous concerne, les réseaux, et notamment en ce qui concerne l'auto-organisation de notre diaspora. Tout d'abord, le terme auto-organisation, pourquoi j'ai pris ça, l'organisation. Vous allez voir un peu plus tard, en fait, s'organiser, c'est un phénomène tout à fait naturel. Dans la nature, les choses s'auto-organisent. Mais ça, c'est pas en fait, ça prend des conditions pour ça, pour l'émergence d'une auto-organisation. Je vais essayer d'expliquer un peu ce concept-là par rapport en fait, à notre diaspora. Qu'est-ce que ça prendrait? Parce que tout à l'heure, je pense que Sabrina a dit que pourquoi on ne ressemble pas aux autres communautés ici en Amérique du Nord qui sont toutes organisées pour la plupart, même celles qui sont arrivées récemment, peut-être des pays de l'Est qui sont organisés aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous manque, au fait, pour arriver à ce niveau d'organisation? Quelqu'un disait aussi que s'organiser en diaspora, en fait, c'est déjà un signe de maturité. Ça peut être vrai également. Donc, tout d'abord, un petit historique, peut-être ça va éclairer un peu les difficultés qu'ils ont les nôtres à s'auto-organiser ou à s'organiser. La diaspora en Amérique du Nord, elle commence à être, ça fait ancienne, hein, depuis plus de 30 ans, 40 ans, les premiers arrivants ici, c'était souvent des réfugiés de la guerre FFS en Algérie contre Ben Bella. C'était les tout premiers qui ont débarqué ici. Quand je suis arrivé dans les années 80, il y en était peut-être une trentaine, 40 à Montréal, pour vous donner une idée. Et donc, comme tous les réfugiés, vous allez me dire, la première préoccupation, c'est un peu la survie. Donc, on est loin des préoccupations culturelles ou d'organisation ou d'association. Par la suite, il y a eu plusieurs, je ne vais pas faire toute l'historique de ça, mais si ça vous intéresse, il y a une de mes anciennes amies, s'appelle Marion Camarasa. Elle a publié un livre récemment, je vous tenais à vous le souligner pour ceux qui aiment la lecture, elle a appelé La Méditerranée sur les rives du Saint-Laurent, une histoire des Algériens du Canada. Je l'ai rencontrée dans les années 2000, Marion. Elle était venue ici, elle faisait une thèse de doctorat d'État à Toulouse. C'est une Française, je trouvais ça un peu curieux que pour écrire notre histoire, ça prenait une Française de Toulouse pour venir ici. C'était mon intérêt pour la rencontre, et puis on a discuté. En fait, elle a rencontré, je dirais, la plupart des personnalités ici, des associations. Donc c'était une thèse de doctorat qu'elle a publiée sous forme de livre maintenant, que vous pourrez avoir accès. Et il a retracé toute cette historique-là, que je vais vous épargner, pour la communauté ici en Amérique du Nord. Maintenant, il y a eu beaucoup d'associations aussi dans le passé ici. Des fois, je parle de la diaspora en général, kabyle, qui soit ici en Europe, parce que je vis entre les deux, la moitié de mon temps en Europe et la moitié ici. Les problèmes ne sont pas les mêmes, mais je commencerai peut-être par le constat de la diaspora en Europe. Comme vous savez, notre diaspora elle a en partie échoué, surtout la diaspora kabyle. Je m'adresse là surtout à ceux qui sont dans les affaires. À part quelques petits restaurants qu'ils avaient à Paris, et qu'ils ont été tous rachetés pour la plupart par des Chinois récemment, il n'y a pas grand-chose, en fait, dans l'économie. Mais ça, c'est un autre contexte. Le contexte français, vous le connaissez, tout ce qui permettait aux Nord-Africains en général, c'était des associations à but non lucratif. Ça, c'est pour contredire un peu Karim. Il dit que avec l'argent, on peut tout faire. Mais une association à but non lucratif, par définition, elle ne doit pas faire de l'argent. Okay? Donc, c'est les seules qui sont permises
à notre diaspora en Europe. C'est très difficile dans ces circonstances de voir l'émergence d'une diaspora. Et d'ailleurs, les Français, ils ont une perception très négative du communautarisme, hein, des diasporas. Ils ont une peur bleue, mais il y a quand même des diasporas qui sont imposées en France. Et ici, on a toutes les conditions, en principe, pour avoir l'émergence de cette diaspora-là. Et donc, il ne faut pas refaire un petit peu les erreurs, évidemment, qu'ils ont fait. Les nôtres en Europe ne sont pas les mêmes. En fait, là-bas, c'était une immigration d'ouvrières pour la plupart du temps. Ici, on a affaire à beaucoup d'élites. Je vais revenir. On a beaucoup de doctorants qui arrivent, des médecins de toutes sortes de qualifications. Et malheureusement, ils se retrouvent souvent aussi au chômage parce qu'on n'est pas organisé. Et parce qu'on n'a pas de diaspora, justement, pour pas les intégrer, mais je dirais même c'est une occasion d'affaires pour ceux qui sont dans les affaires, là, avoir un tel potentiel de jeunes diplômés, et on peut créer des compagnies, on va y revenir peut-être dans la discussion. Il y a en dehors des cafés, on peut créer aussi des compagnies de consultation, il y a des entreprises, des spin-offs, il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait, tout en intégrant ces nouveaux arrivés, ces nouveaux arrivants, on pourrait consolider notre diaspora. Donc il y a aussi, concernant l'historique, je voulais signaler aussi, il y a beaucoup de gens qui ont écrit récemment, il y a Arab Ben Younes récemment qui faisait aussi le constat, j'ai relevé certaines, toujours les mêmes arguments qui reviennent là, les mêmes plutôt remarques, que les Italiens, les Grecs, les Portugais et autres communautés au Canada se donnent d'abord des structures de soutien social, moral, avant d'aller chanter et danser, car un ventre plein et un esprit en paix seront mieux en mesure de faire avancer les choses. Nous, il paraît que l'on se suffit à nous-mêmes, on a d'exemples et de leçons à recevoir de personnes. Bon, là, il touche aussi un petit peu la mentalité. C'est sûr que un des handicaps qu'il faudrait en fait, adresser sérieusement, c'est les mentalités. La plupart des communautés, quand ils arrivent ici, je peux prendre l'exemple des communautés libanaises, vous les connaissez tous, les business qu'ils ont fait ici. Les Libanais, surtout chrétiens, quand ils étaient arrivés, ils ont laissé leurs problèmes au Liban. En fait, il y avait une guerre civile, c'est ça qui les a amenés ici, entre toutes les confessions qu'il y a là-bas. Et ils ont essayé. Il y a comme un principe qui n'est pas dit pour toutes ces communautés qui ont réussi. Ils essaient de laisser leurs problèmes dans leur pays d'origine. Nous, je pense qu'il y a eu surtout depuis les problèmes de la guerre civile en Algérie, on a eu des gens qui ont transposé, ramené avec eux dans leur bagage leur mentalité, leurs problèmes de là-bas. Et même les Kabyles, hein, on va y revenir, là, il y a plein d'associations disparates, il y a beaucoup d'individualités, etc. Mais ça reste un frein pour l'émergence de cet esprit de diaspora. Encore, je continue juste une phrase pour vous dire qu'il y a beaucoup de... Arab Ben Younes, c'est quelqu'un qui est ici depuis très très longtemps, donc il a réfléchi aussi, il continue un peu plus loin. On trouve malheureusement très peu d'entre nous qui apportent un soutien quelconque à ceux qui n'ont pas eu la chance la même chance qu'eux. Ici, il parle des gens qui ont réussi. Il dit qu'ils n'apportent pas beaucoup aux nouveaux arrivants, à la communauté en quelque sorte. Ça, c'est vrai, il y a un manque peut-être de solidarité, mais on peut s'interroger quand même sur le pourquoi. Les gens qui ont réussi ne s'impliquent pas davantage. Certains, peut-être anciens ici, se rappellent, on avait des associations qui... en fait, des clubs plutôt que des associations. Moi, je n'ai jamais été à l'aise avec le terme association, pour la même raison que je viens de vous mentionner, que c'est des associations à but non lucratif. Elles ont leur utilité, elles ont leur raison d'être, elles peuvent activer dans le social, etc. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'une association à but non lucratif s'investisse comme ça, organise une diaspora. Donc il y avait le club, par exemple, vers Ouest, pour ne citer que celui-là, où j'avais activé à un moment donné.
c'est que le défi, c'est d'aller chercher justement, comme vous faites là, on a un bon départ, d'aller chercher les gens qui ont réussi. Alors que les associations, comme vous savez, la plupart du temps, c'est des gens qui se retrouvent justement, qui n'ont même pas de job souvent, et qui se mettent dans des associations, et on ne peut pas changer le monde, malheureusement, avec ce genre d'associations. Donc le défi, le vrai défi, c'est d'aller chercher ceux qui ont réussi, de les réseauter. Et on a fait ça dans un premier temps avec Averroès, on a été chercher des... il manquait, je dois vous dire, à cette époque-là, des gens d'affaires, justement. Mais on a réseauté au moins ceux qui étaient dans l'élite, les cadres intellectuels, tout ça. On avait réussi ce coup-là, mais il manque un autre joueur, c'est les gens d'affaires. Aujourd'hui, peut-être les conditions sont un peu plus mûres pour aller vers cette convergence-là, cette émergence d'une diaspora qui impliquerait tous les membres de la communauté, en particulier les gens d'affaires et aussi les intellectuels. On a dit tout à l'heure que c'est vrai, les idées, c'est de l'argent aussi, là. Il faudrait créer les conditions pour que ça émerge, ça s'auto-organise d'elle-même. Qu'est-ce que je voulais aussi ajouter à ça, c'est que ces associations à but non lucratif, on a vu, vous vivez tous les mêmes choses. Il n'y a même pas de concertation. Il y a autant d'associations qu'il y a pratiquement de villages en Kabylie. Là, il y en a 1200 villages en Kabylie. Donc il y a encore du potentiel à se disperser. Et ces associations actives, ils font des activités culturelles, mais même là, il y a des redondances, il y a des fois on ne sait pas où aller, ils ramènent des chanteurs, etc. Et ça tourne toujours autour de la musique ou de la danse, ou quelques repas communuels comme ça, d'ailleurs, etc. Mais on a très peu d'activités, par exemple, qui nous réunissent, qui créent des affinités entre nous. Et ça, moi, je dois vous dire que c'est un des réflexions auxquelles je suis arrivé, c'est que ça prend aussi des affinités. Pour aller m'asseoir avec quelqu'un, il y a une expression québécoise qui dit « Ah, ce type-là, je ne peux pas prendre un verre avec lui. » Donc, il ne peut pas le cadrer. Nous, avec les conditions, ça n'a pas été facile pour personne, hein, s'exiler, s'émigrer, mais les gens, ils ont, comme je disais au départ, peut-être des conditions de survie, et puis on est un petit peu en chicane entre nous, souvent. Donc on n'est pas, au lieu de bâtir, de développer des affinités, il y a des moyens pour ça, il y a des activités à faire pour ça, c'est à réfléchir. Je vois certaines communautés, on parlait tout à l'heure des Juifs, je vois qu'ils organisent des pèlerinages, ils organisent des voyages organisés. Certains vont dans le sud, certains ils font des échanges. Donc il faudrait qu'on réfléchisse aussi à des moyens modernes de créer ces affinités, pas juste des couscous et puis on danse. D'ailleurs, dans les soirées dansantes, on ne peut même pas se parler, vous le savez très bien. Donc il manque de développement d'affinités. Et nos jeunes aussi qui suivent, ils nous trouvent comme un peu des dinosaures là, nostalgiques, on parlait des affaires, on n'essaie pas de les intégrer. Nos jeunes, ils ont besoin aussi d'activités, en fait, il faudrait y penser à eux. Quand on fait des conférences, on peut leur faire aussi des conférences. Ils ont besoin, comme on appelle ça, d'émulation. Des jeunes ont besoin de voir, de s'identifier parfois à ceux qui ont réussi, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Est-ce qu'on a des activités dans ce sens-là? On leur enseigne Tamazirt, mais s'ils ne voient pas qui utilise Tamazirt, là, c'est pas assez. Il faut réfléchir à un programme d'activité aussi. Je pense que c'est comme ça qu'on pourrait consolider la diaspora. Dans encore le passé, il y avait d'autres, j'ai cité Club Averroès, mais il y avait Club Maziran de Montréal, il y avait Amazirnet. Là, j'arrive au réseau. Un des tout premiers réseaux qu'on a créé, virtuel, certes. Ça a ses limites aussi. Un réseau, c'est pas suffisant avec le net. Il faut aussi des rencontres. Il faut organiser des activités. Mais Amazirnet a activé pendant longtemps, des années 90 à 2000 aux États-Unis. Ils avaient même un journal qui s'appelle Amazir Voice, et qui ratissait toute l'Amérique du Nord. Les gens discutaient. En fait, il y avait des tas de projets aussi qui ont émergé à partir de ça. Il y a également
En Europe, il y a kabyle.com, il y a plein d'affaires comme ça. Il y a aussi les radios libres. Et ça, les radios, c'est un moyen aussi de renforcer ces liens de solidarité ou de la communauté, l'esprit de diaspora. Il faut avoir des communications, donc multiplier ces moyens de communication. Je me rappelle, dans les années déjà 80, ici à Montréal, avec ces clubs au départ là, qui voulaient se distancer un peu des associations, il y a eu, par exemple, un congrès, je me rappelle, à Joliette, un congrès mondial des radios libres. À ce moment-là, notre diaspora, ici, je donne juste comme un exemple, comment on pourrait consolider nos liens avec la diaspora européenne, ici par exemple. Et ils nous avaient contactés, ils étaient en train de monter des dossiers pour créer des radios libres. La radio Beurre, si vous vous rappelez, radio Gazelle à Marseille, radio Trait d'Union à Lyon, etc. Et on a reçu ce message-là parce qu'ils savaient qu'il y avait ici déjà des radios un peu à cette image-là, si on peut les aider à monter leur plan d'affaires, leur business plan. On les a invités donc ici, il y avait ce congrès à Joliette, et ils sont venus, les 3 radios principales, donc Beurre, Trait d'Union à Marseille et Radio Gazelle de Marseille. Ils ont passé une semaine ici, on les a amenés à Joliette, et ils ont rencontré d'autres mondes qui avaient déjà des radios libres, des Sud-Américains, des Asiatiques, et on les a aidés à monter leur plan d'affaires. Et toutes les 3 radios, il y avait un concours après Mitterrand, là, elles ont gagné, elles ont eu tout le permis d'autorisation d'exercer la radio. Et depuis, je peux vous dire, on ne m'a jamais fermé la porte à Radio Beurre, je peux intervenir quand je veux, à Radio Gazelle jusqu'à maintenant, Radio Trait d'Union. Et ça permet aussi des moyens de communication entre les membres de la diaspora. Et un exemple de complémentarité. Maintenant, avec le net qui s'est multiplié, il y a encore plus de potentiel. On a même la BRTV maintenant, on a plein de radios sur l'Internet. Donc les conditions sont plutôt favorables pour aller dans le sens d'organiser donc la diaspora. Il y a aussi, mes réflexions m'ont amené aussi à certaines leçons qu'on doit tirer pour essayer d'appréhender un peu ces difficultés qu'on rencontre pour s'auto-organiser. Il y a les leçons d'Amérique du Nord. Ça, vous êtes tous en train de les vivre. Il y a toutes les communautés, comme je l'ai mentionné, sont organisées. Et il y a aussi maintenant aller vers l'école. Il faut s'inspirer, mais dans le bon sens. En fait, ce qu'on a besoin, c'est surtout d'augmenter de créer de la richesse, d'absorber les nouveaux arrivants, et puis de les mettre au travail. Et ici au Québec, vous connaissez les capitaux de risque. Il y a plein. Même les Français sont venus ici s'inspirer de l'exemple du Québec. Comment investir, parce que nous, on est un peu influencés aussi par la France en Algérie. Et les capitaux de risque, c'est les Québec qui a inventé ça. C'est au Québec que ça a émergé. Et je crois que les Kabyles aussi, ils aiment ça jouer, même au poker, là. C'est un jeu aussi, mais dans le bon sens. On peut créer des entreprises. Il y a des tas de gens qui ont des projets ici, des jeunes, on a même des doctorants, tout ça qui sortent ici. Ils peuvent créer des entreprises. Ceux qui sont en informatique, par exemple, j'ai rencontré récemment des jeunes qui sont en informatique qui ne trouvent pas de travail. Ça, c'est dramatique. Alors qu'il y a des compagnies de consulting qui sont créées par des Québécois, mais on peut se mettre ensemble. Une personne tout seule ne peut pas faire ça, mais c'est ça l'utilité de la diaspora, du réseau, de créer des compagnies de consultation et puis d'engager en priorité, évidemment, les nôtres, comme ils font les autres, exactement. Il y a actuellement ce qu'on voit, surtout en Europe, plus qu'ici même, je peux dire, des PhD, des doctorants qui sont chauffeurs de taxi, des réceptionnistes d'hôtels, etc. C'est un gâchis pour la France, c'est un gâchis pour l'Algérie, c'est un gâchis pour les Kabyles et pour tout le monde.
alors que ça prend pas grand-chose, à mon avis, là, quand on connaît un peu la facilité, surtout ici, qu'on a de créer des entreprises. Ça prend 24 heures pour enregistrer une entreprise. En France, par exemple, en Europe, c'est un autre contexte. Ça prend des mois et encore, des fois, ils vont refuser. Il y a les leçons aussi à tirer des anciens, de notre culture même. On a toujours, normalement, cet esprit, même s'il est émoussé un peu maintenant. Tajmaïd, tout le monde connaît ça, l'Assemblée, c'est des gens, nos ancêtres se concertaient, et ils sont solidaires, ils font des travaux comme Tiwizi, Zabrara, il y a plein de... Dans notre background culturel, normalement, on peut aller puiser même là les ingrédients qui vont nous renforcer, mais encore en les dépoussiérant un peu, en injectant la pensée moderne aussi là-dedans. Par exemple, dans le commerce, dans le business, qui ne connaît pas les Mozabites, qui sont des berbères aussi comme nous. Les Mzaviyennes, c'est les plus grands commerçants en Algérie, même en Europe maintenant. Ou bien encore les Soucis du Maroc. Soit ça, c'est eux qui contrôlent tous les business, les affaires au Maroc. Mais les Soucis, ils sont à un cran supérieur maintenant. Ils contrôlent aussi l'hôtellerie, ils contrôlent plein de... Ils ne sont pas juste dans le petit hanout, le hanout comme ils l'appellent. Ils sont sortis de ça, ça fait un moment, les berbères du Maroc. Donc il faut, je pense, revisiter un petit peu cet esprit-là qu'avaient les anciens. On pourrait en tirer peut-être des leçons ou s'inspirer tout simplement. Maintenant, je disais tout à l'heure, l'auto-organisation. Vous savez, dans la nature, il y a beaucoup de phénomènes, on est impressionné, hein, c'est ce que certains appellent des mystères de la nature. Tout est hyper organisé. Vous regardez même les arbres, les animaux, le corps humain, tout ça est hyper organisé. Mais ce que ça prendrait pour ça, c'est l'ouverture. Alors, il y a ce qu'on appelle en physique, là je fais une petite escapade en physique, il y a les systèmes fermés et les systèmes ouverts. Les systèmes fermés, en généralement, ils sont condamnés à se désintégrer, ils se désorganisent. Leur entropie augmente et ils se désorganisent. Ça, c'est un système fermé. Un système fermé, c'est comme un individu, une cellule, même la Terre, c'est un système. Fermé, c'est un système qui n'échange pas de l'énergie ou de la matière avec l'environnement. Il est comme isolé, là, il est fermé. Ces systèmes-là, comme je dis, la physique nous l'apprend, la nature nous l'apprend, ils sont condamnés à disparaître, à se désorganiser. Alors que les systèmes ouverts, c'est des systèmes qui échangent donc l'énergie, l'environnement, avec l'environnement, la matière. Et ces systèmes-là, on les appelle, il y a un prix Nobel de chimie qui s'appelle Prigogine, qui avait démontré que ces systèmes-là, lui, il les a appelés des systèmes dissipatifs. C'est des systèmes qui s'auto-organisent. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit autour de nous, du vivant, tout ce qui est vivant, il est auto-organisé. Donc, à mon avis, les sociétés, c'est la même chose. Si on veut qu'il y ait une émergence, c'est-à-dire qu'on n'aura même pas le choix, parce que c'est un phénomène naturel, qu'on soit organisé comme diaspora, il faut rester ouvert, échanger, donc créer ces conditions-là d'ouverture, dans le respect, évidemment. Il faut se respecter. Il y a un certain nombre de critères qu'il faudrait discuter, il faudrait comprendre par rapport à notre culture, comment on peut bousculer un petit peu peut-être les choses pour arriver à ça. Par exemple, on est un peuple fier aussi, hein, très très fier, mais ça fait notre force, comme on dit certains, et en même temps notre faiblesse. La fierté, pourquoi notre force? Notre force, c'est qu'il n'y a personne qui a réussi à nous dominer, on est toujours rebelles. Et notre faiblesse, parce qu'on n'a jamais été capable de s'organiser justement comme il faut. Maintenant, la fierté, il faut respecter, il faut qu'on garde le respect des différences. Et ça, je dois vous le dire, je ne suis pas un spécialiste sciences humaines, mais on a de la misère parfois à ça, à respecter nos différences.
Et il faut aussi réconcilier donc notre diaspora, les membres de notre diaspora avec eux-mêmes et aller vers une culture un peu apaisée. Prenez un peu de recul, parce qu'ici, on a pris 6000 kilomètres là. Donc il faut prendre un recul, comme on dit, dans l'espace et dans le temps. Ça prend un certain temps quand on arrive ici, évidemment, avant de comprendre ça. Mais en restant ouvert avec, par exemple, les anciens, on peut apprendre, on peut anticiper un peu les choses. Quand vous allez dans un café italien ou grec ou un restaurant, vous allez trouver, il y a des anciens là qui côtoient des nouveaux arrivants, des jeunes et des vieux. Ils sont très ouverts. Donc, ils apprennent aussi des anciens. Ici, quand un nouveau débarqué, souvent, il est très prétentieux, ou bien il est mal informé, etc. Et j'ai vu des scènes où les gens ne se parlaient pas beaucoup, en fait, parce qu'il y a comme des malentendus. Il y a des nouveaux arrivants. Par exemple, une fois, j'ai assisté à une réunion d'une association, et puis il y avait des problèmes, je pense, en Kabylie. Les gens discutaient s'il fallait manifester à Ottawa ou ici à Montréal, etc. Puis il y a un nouveau qui venait d'arriver, il s'élève et dit, écoutez, moi je propose qu'on va à Ottawa pour une fois, on va faire quelque chose. On va aller à Ottawa, on va manifester. Puis il y avait des anciens, là, il y avait, je me rappelle, Amar Wardan, il a failli le frapper, il a dit comment? Ça veut dire tout ce qu'on a fait depuis des années ici, c'est comme si on n'a rien fait. Toi, tu arrives là, pour une fois, pour la première fois, on va faire quelque chose. Donc on ne sait pas bâtir sur les expériences des autres, aussi bien des nôtres que des autres peuples. Donc il faut faire un effort aussi à ça. C'est le respect, c'est scientifique ça. Quand on veut développer n'importe quel projet, vous savez, la première chose à faire, je suis un chercheur, c'est de faire ce qu'on appelle l'état de l'art, la revue de littérature, de regarder qu'est-ce qui a été fait avant. C'est un des critères, sinon vous allez tourner en rond ou bien de redécouvrir la roue, comme on dit. Donc c'est la même chose, il faut rester, cet esprit d'ouverture, je pense, ça s'acquiert. Peut-être il n'est pas inné, mais on peut l'acquérir. Et s'approprier aussi les valeurs universelles, parce qu'on est tous fiers, on est des professionnels, etc. Mais il ne faut pas qu'on tombe, qu'il suffit qu'il y ait une personne qui va nous tirer vers le bas, on revient à nos réflexes pratiquement reptiliens. Ça, je pense qu'il faut s'élever un petit peu au-dessus de ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, susciter des affinités entre les membres, et ça, il n'y a pas de recette miracle, ça s'apprend aussi. Et l'émulation, moi j'insiste beaucoup sur cet esprit d'émulation. Même, je faisais allusion aux enfants, qu'ils ont besoin d'élites, etc., pour s'identifier. Et nous en avons ici, on a la chance, il suffit juste de les mettre en avant. Et il y a aussi, même au niveau culturel, au niveau d'identitaire. On voit maintenant, par exemple, j'ai un ancien ami, il s'appelle Vermondo Brugnatelli, à Milan, c'est un professeur de linguistique. Il parle parfaitement le kabyle. Maintenant, il est devenu la coqueluche depuis que je l'ai propulsé en Europe, à Paris en particulier. Il vient juste d'obtenir son titre de professeur à la Sorbonne, donc il peut diriger même des doctorants, à la Sorbonne. Il a été en Tunisie plusieurs fois, il squatte pratiquement à Djerba, à Guellala. Il a fait des découvertes incroyables sur l'identité de Guellala. Il a été en Libye, il parle très bien le libyen aussi, avec la révolution qu'il y a en Libye, là, les mouvements. Il a été appelé plusieurs fois par les berbères libyens pour leur donner un coup de main. Hélène Hagen, qui est en Californie, qui est une délicienne, elle m'a contacté il y a quelques années, parce que j'ai fait des études à Dallas, et il l'avait dans mon CV. Et aujourd'hui, c'est un monument. Hélène Hagen, elle a publié des livres, elle est sociologue, elle est anthropologue, elle fait aussi des vidéos, des reportages documentaires scientifiques sur les Touaregs aux États-Unis. Et la même chose, elle était inconnue pratiquement. Maintenant, elle est invitée dans plusieurs télévisions, radios en Europe. Et c'est une... oui, son historique, c'est pas non plus une Kabyle peulaine. En fait, son père, c'est un Allemand. Sa mère est délicienne. Donc,
mariage mixte. Ou la fameuse Stina, que ceux qui aiment la musique ici connaissent tous, la finlandaise, et qui est en train d'apprendre le berbère. Ça aussi, il faut qu'on les mette de l'avant. Je sais que certains invitent beaucoup de chanteurs ici, à Montréal, mais pour s'imposer encore un peu plus, et puis d'attirer aussi, se faire connaître, peut-être qu'on a intérêt aussi à faire une certaine reconnaissance à ces gens-là. Et ça va nous aider à l'interne et aussi vis-à-vis des autres. Et enfin, ce qu'on appelle aussi en science la fertilisation croisée, il faut multiplier ces rencontres-là entre intellectuels, ou si vous voulez, les professionnels du Québec et du Canada, avec ceux qui sont dans les recherches aussi, etc. Ce phénomène qu'on appelle la fertilisation croisée. Il faut vraiment multiplier ces échanges-là avec des gens qui ne sont pas dans le même domaine, mais qui peuvent vous donner des idées. Il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui ont des idées, il y en a qui ont les deux. Donc c'est comme ça qu'ils fonctionnent les autres. Et il y a des activités aussi un peu de détente peut-être, mais comme vous savez ici, tous les réseaux, le réseau des ingénieurs du Québec, qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent régulièrement une réunion annuelle, et puis ils vont aller jouer au golf, des journées de golf. Moi, au début, je ne comprenais pas qu'est-ce que c'est que cette idée d'aller jouer au golf. À quoi ça va renforcer le réseau? Si on n'est pas des golfeurs, je pense qu'on peut se trouver d'autres activités qui cadrent mieux peut-être avec notre communauté, mais qui permettraient ces échanges qu'ils ont comme dans une journée de golf. Donc le réseautage, il y a plusieurs activités qui peuvent être entreprises. On en fait déjà, mais en rang dispersé. Je pense à la Fondation Tirigoua, je ne vais pas toutes les citer là. On est gâté par rapport à ce qui c'est en Europe, on fait des envieux. Il y a des conférenciers qui viennent, il y a des chanteurs aussi, un peu peut-être trop de chanteurs par rapport aux conférenciers. Mais c'est quelque chose, c'est déjà ce qui manque, c'est la concertation. Souvent, on voit les timings, des fois, il y a des superpositions, des chevauchements, que ce soit en ailleurs. Ça démontre que la communauté est divisée, comme je disais tout à l'heure, là, au plus haut point. On ne sait pas où aller. Souvent, je pense que ça prendrait des leaders, et je pense que les gens d'affaires sont bien placés pour ça, pour jouer un peu le rôle de locomotive, parce que c'est les sponsors, souvent, d'essayer de mettre un peu d'ordre là-dedans. Avant de sponsorer X ou Y, savoir déjà ce qu'ils ont un plan pour l'année ou dans le mois. Je donne juste ça comme quelques suggestions. Maintenant, c'est à ces associations, dont des fois, elles ne se parlent pas entre elles, à l'évidence. Mais il y a d'autres activités qu'on pourrait lancer, fédératrices que j'appelle, là, structurantes. Par exemple, le club... Il y a le club Avenir ici. Tout à l'heure, je parlais avec un ami, là, pour ne pas le nommer. Le club Avenir ici, c'est quoi? C'est un club qui a été créé dans les années 2000 par des Algériens du HEC, de l'École des hautes études commerciales. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font pas grand-chose, en fait. Ils ont une activité par année. Ils remettent un prix à celui qui a réussi, un des membres de la diaspora algérienne qui a réussi à Montréal. Et ça, je pense que dans votre réseau, vous pourrez aussi envisager soit d'offrir peut-être des bourses. Il y a une façon d'intéresser les jeunes et puis de les impliquer, ça serait ça. Par exemple, je pense que c'est dans la Fondation Tirigoua, on le fait, mais elle le fait en Algérie pour des jeunes qui sont arrivés les premiers, je pense, dans le cours de Tamazirt, à Tizi Ouzou, Bougie, Bouira. Mais ici, il y a des besoins aussi. On a des membres de la communauté. Il y a des jeunes qui sont dans les cégeps ou qui rentrent à l'université. On peut lancer l'idée de ramasser de l'argent, faire des activités pour offrir à ces jeunes-là des bourses, des stages, des prix. C'est aussi à notre niveau, à notre portée, de faire des jumelages, par exemple, entre les membres de la diaspora. Il y a des jeunes ici, ils ne peuvent pas aller, leurs parents, tous les ans en Algérie, ou je ne sais pas, où ils ne veulent pas y aller. Hein. Il y en a qui, avec les conditions là-bas.
Mais on peut envisager un échange avec l'Europe, avec les membres de la diaspora, qui sont en France, en Italie, en Belgique. Envoyer un groupe d'ici, recevoir un groupe de là-bas, je pense que ça serait tout à fait réaliste et possible. Et très rapidement, ça. Parce qu'il y a une demande de leur part aussi. Le Québec, le Canada attirent beaucoup en général les Européens, même, et ceux de notre communauté en particulier aussi. Ou organiser des colonies de vacances, des voyages organisés, comme je disais tout à l'heure. Ça consolide aussi les liens entre les membres de la communauté. Et puis, il y a un autre, je terminerai là-dessus, je pense peut-être, c'est juste pour lancer une discussion, un débat. Un exemple, c'est la communauté corse, par exemple, en France. Les Corses, ils sont très, très organisés, comme vous savez. Et à Paris, il y a ce qu'on appelle un espace corse. Je les ai fréquentés parce que c'est grâce à eux qu'on a obtenu une radio kabyle à Paris. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, à Paris, la première capitale des Kabyles, pratiquement, il y avait BRT, il n'y a que BRTV, mais il n'y a pas de radio locale. J'étais surpris de voir ça il y a quelques années, dans 2000, 2002. Et on voulait, je connais des journalistes qui voulaient créer une radio à Paris. C'était verrouillé, allez-y savoir, avec l'influence du gouvernement algérien peut-être, je ne sais pas. Et c'est grâce à ces Corses-là, en fait, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le parrain des Corses. Un espèce de parrain, moi j'appelle le parrain. Et il avait créé à Paris un espace plus grand que ça, un espace convivial, où ça faisait salle des fêtes, café, bar, restaurant, salle de conférence. Donc il y avait beaucoup des activités de réseautage, c'est ça que je voulais vous surtout mentionner. Et il m'a invité à 2 ou 3 activités qu'il a fait là-bas. Il y a beaucoup de Corses qui ont réussi dans la métropole française. Il y avait des préfets, il y avait des maires. J'ai assisté à certaines activités, j'en revenais pas, mais ils sont dans toutes les sphères de l'État français, dans les banques, président de banque, etc. Ils se retrouvent là-bas. Ils leur organisent quoi? Un cocktail. Des fois, c'est un petit cocktail. Des fois, il avait un conférencier, tout ça. Il les appelle, les contacts, ils viennent. C'était tout le temps plein, ça. Et en même temps, ça échange des cartes de visite, ça crée des liens. Ah, moi, je veux créer une compagnie, l'autre, il est préfet, il peut faciliter les choses, et ainsi de suite. J'étais impressionné. Si vous avez la chance de passer à Paris, hein, n'hésitez pas, Espace Corse, allez-y faire un tour, vous allez voir de visu, de quoi. Et je pense qu'ici, à Montréal, on a les capacités de faire mieux, parce qu'à Paris, le loyer est très très cher. Il a réussi à faire cette affaire-là, l'espace, enfin, certains pouvaient l'appeler l'espace kabyle, l'espace maison kabyle. J'ai entendu déjà des idées comme ça, mais ça reste dans les paroles pour l'instant. Mais je vous dis, c'est tout à fait dans nos capacités ici. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long pour vous, que ça a suscité peut-être quelques réflexions ou quelques questions. Vous pourrez, je ne sais pas, c'est prévu, je pense, un débat. Merci beaucoup de votre attention.